Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Bonjour Stéphane. Associé Initiative et Finance. On a parlé hier du record des fusions-acquisitions, mais on en redira peut-être un mot quand même, puisque c'est une partie de ton boulot évidemment. Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles, fondateur entre autres de Statian, les statistiques économiques. Et puis Isabelle Bordry, salut Isabelle, bonjour. Fondatrice de Retency. On est dans la tech, on est dans le retail, on est dans énormément de sujets qui nous passionnent. Alors, on démarre avec quand même alors, toutes dernières infos, juste c'est que j'apporte moi des précisions sur ce que je disais hier, donc vous inquiétez pas. Mais notamment, il y avait le sujet qui était encore avec un petit point d'interrogation, mais qu'il reste, de ce que j'ai bien compris. C'était l'histoire des PGE. Et donc, sur l'histoire des PGE, on est bien donc sur décalage des échéances fin 2022, étalement sur 10 ans. C'est le médiateur du crédit qui donnera son aval. La moitié des emprunteurs ont commencé à rembourser leur PGE dès le printemps 2021. Entre 25 000 et 30 000 TPE seraient réellement en difficulté pour rembourser. Et il y a d'ores et déjà, je ne savais pas ça, il y a d'ores et déjà à peu près 400 millions d'euros de défauts total sur le PGE. Et donc l'État a remboursé les banques à hauteur de sa garantie. L'État, je ne sais pas si vous avez vu ça, tiens peut-être François-Xavier, qui va devoir quand même convertir sa créance en capital à hauteur de 240 millions d'euros pour Pierre et Vacances. Donc Pierre et Vacances, le PGE, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à gérer leur dette, la totalité de leur dette. Donc il y a restructuration de la moitié de la dette. Et dans le cadre de la restructuration de la moitié de cette dette, l'État n'a pas d'autre alternative que de transformer le PGE, donc on dit en fonds propres à ce moment-là, c'est ça, en capital, voilà, en capital. Et donc va devenir actionnaire de Pierre et Vacances à hauteur de 240 millions d'euros. Voilà. Bon, c'est intéressant. Il y en aura peut-être d'autres, oui, on verra. C'est intéressant et c'est d'ailleurs, honnêtement, c'est l'un des grands risques de la façon dont aujourd'hui on fonctionne, c'est-à-dire d'une création monétaire qui va directement alimenter l'État et qui fait que naturellement l'État devient le prêteur et donc de temps en temps l'actionnaire. Ouais. Et en fait, c'est une conséquence assez logique et un risque majeur de continuer à créer de l'argent par la dette et avec le canal de distribution principal qui devient l'État et qui du coup devient propriétaire des défauts ou autres. Donc c'est en fait le problème est pas tellement financier, mais surtout démocratique. Alors Pierre et Vacances, à la limite, il y aura de la liquidité sur Pierre et Vacances. Oui, il va pouvoir à un moment remettre son truc sur le marché. C'est vrai que pour les 25 000 cafés-restaurants, là c'est pas possible. Mais tu vois bien que c'est l'État qui a la main. C'est l'État qui a la main. Ouais. Et en fait, on a donné une planche à billets à l'État. Attention, c'est Bruxelles qui a la main, parce que, et c'est là où j'ai bien eu la précision, Bruno Le Maire prend ses désirs pour des réalités. Je pense qu'il a dû avoir des assurances, mais la validation absolue de Bruxelles n'est pas encore donnée sur l'ensemble de ce que je viens de décrire là. Ok. Voilà. Non, mais je tenais juste à le préciser. Mais tu peux avoir des technicalités qui sont là, mais le phénomène de fond, qui est de dire finalement, on soutient l'économie par des interventions de l'État qui sont financées par une banque centrale à taux négatif et avec une durée de prêt qui de facto est quasiment de l'argent non remboursé et qui ne le sera pas, fait qu'en fait tu donnes à l'État un pouvoir considérable et en fait tu nationalises, tu as un risque de nationalisation latente de l'économie par ce fonctionnement-là. C'est extrêmement vicieux comme fonctionnement. Jean-Charles ? Je suis d'accord modulo le fait quand même que dans les grandes masses, je suis d'accord sur le principe, et évidemment ce que vous décrivez est tout à fait juste. Dans les grandes masses, en fait, par rapport à l'hélicoptère monnaie, on va dire, parce que je comprends que c'est l'alternative, par rapport à l'hélicoptère monnaie, comme l'État redonne énormément de cet argent en transfert, la très grande part, parce que les participations en equity qui seront issues du PGE, ce sera quand même vraiment l'épaisseur du trait par rapport à la grande masse des interventions de l'État financées par la dette tirée sur les achats de la BCE. Tout ça, ça revient finalement quand même globalement comme ça. Alors effectivement, du coup, il a un pouvoir de distribution ex post qui est assez discrétionnaire. Est-ce que c'est le meilleur des choix ? Je suis d'accord, ça pose une question. Mais en même temps, c'est en théorie sous l'œil du législateur. C'est-à-dire que le législateur va regarder comment l'État va employer tout ça. Sur le PGE lui-même... Tu vois, Jean-Charles, notre État français particulièrement, un peu miné quand même par le capitalisme de rente, etc. C'est-à-dire, qui va avoir droit à sa bonne restructuration de dette avec la transformation du PGE en fonds propres ? Qui ne va pas avoir droit ? Pierre et Vacances, qu'est-ce qu'ils ont été actionnés à Bercy pour que ça se passe bien ? Parce que Pierre et Vacances, c'est pas non plus un fleuron de l'économie française. Enfin, tu vois, je veux dire, Pierre et Vacances fait défaut, Pierre et Vacances fait défaut, on s'en remettra. Donc,
Même Air France, on s'en remettra, tu vois. Enfin, oui, mais comme tu le dis, donc c'est là où c'est un sujet. Quoi. Bon, a priori, il y a quelqu'un qui va regarder est-ce que c'est pas. Est-ce que vous êtes en capacité de rembourser ou pas quand tu es Là, c'est pas le contrôleur du crédit. Non, là, c'est pas le médiateur du crédit pour Pierre et Vacances. Bon, c'est Bercy directement. C'est Bercy direct. Oui, mais qui va parce qu'ils savent pas rembourser. A priori, c'est la situation. Donc, on savait que cette entreprise, par ailleurs, était en difficulté de longue date. Donc, la question, c'est est-ce qu'il fallait donner le PGE à toutes les entreprises. C'est la question en amont de ça. Mais une fois que c'est fait. Les entrepreneurs qui se retrouvent avec l'État qui rentre en equity, a priori, je l'espère, sur des valorisations qui ont été négociées favorablement aux intérêts de l'État, c'est quand même pas bon pour eux. Donc ça veut dire qu'au total, ils ont une dilution de leur propre valeur. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de demandeurs. Les gens vont prendre ça comme extrémité. Et quand tu connais les entrepreneurs français, moi j'ai vraiment vécu ça dans le monde de l'entreprise au sens institutionnel. Ancien directeur général du MEDEF. Voilà. L'entrepreneur français, pour moi, se caractérise par une trouille panique de la présence d'actionnaires extérieurs. Oh, ça va beaucoup bien au-delà de l'État, d'actionnaires extérieurs. Il y avait des histoires incroyables dans l'industrie française qui se sont passées où des gens sont allés jusqu'à la faillite pour pas se faire bouffer par le voisin. Donc on n'a pas une culture extraordinaire de je fais venir des fonds. Alors évidemment, on parle beaucoup des startups, c'est un univers qui est très différent par construction. Mais si je regarde de manière macro, le français aime pas ça. L'entrepreneur français aime pas ça, justement. Il aime bien avoir, en général, c'est que la famille qui a les parts et puis il n'y a personne d'autre. Et sinon, c'est des gens vraiment totalement dormants. Mais avoir des gens qui arrivent comme ça, c'est pas un truc agréable. Et en général, ça se termine quand même par une perte de contrôle de gens qui étaient au management de l'entreprise. Isabelle. Juste un bon... Pardon, vas-y vite. Je passe mon temps. Je voulais juste dire que sur le PGE, de manière globale, il ne faut pas oublier quand même, on a des statistiques plutôt rassurantes globalement de la Banque de France sur le fait que la trésorerie, encore une fois macro, des boîtes, bien sûr, a augmenté quasiment autant que l'endettement. Donc en termes d'endettement net, on n'a pas changé augmenté. Absolument, donc, ça y a aucun problème. Sauf je te dis, c'est juste évolution macro le défaut, c'est 400 millions d'euros sur, j'ai oublié le chiffre, 165 milliards de PGE. Oui, mais c'est rien, c'est l'épaisseur du trait. C'est même pas l'épaisseur du trait. Ce sera plus que ça finira beaucoup plus que ça, mais ça restera quelques milliards probablement, et donc tout à fait raisonnable par rapport à l'ampleur de l'aide. Isabelle ? Oui, moi je suis comme Jean-Charles, je pense qu'il faut vraiment se remettre en mars 2020, on oublie la date parce que ça passe tellement vite, où l'économie entière était arrêtée. Et donc, il y a quand même eu ce système-là, alors sûrement avec des défauts, mais qui a été activé avec une rapidité et qui, je pense, a sauvé l'économie française. C'est-à-dire que c'était totalement inédit, le fait de fermer les magasins, de faire fermer tous les moyens de transport, etc. Maintenant tu as 10 ans. Oui, mais là, alors, prenons son mot. Puis après, on expliquera juste très brièvement, parce que je sais que François-Xavier, il écrit un bouquin là-dessus. Donc, si je le branche là, mais on expliquera très très rapidement hélicoptère monnaie, rassurez-vous. Mais là, tu es parti sur 10 ans. C'est-à-dire que entre le soutien normal face à une fermeture administrative, et puis le soutien qui va commencer à être abusif, à créer une économie zombie, à t'empêcher, toi, peut-être de te développer parce que tes concurrents auront été soutenus par l'État sans aucun discernement. Et il y a un pas à ne pas franchir. Voilà. Effectivement, donc il faut être vigilant sur la manière dont tout ça va être échelonné, par qui va prendre les décisions, comment tout ça va se mettre en place. Mais je pense que ça a été un appel d'air extraordinaire et que ceux qui critiquent aujourd'hui le quoi qu'il en coûte, critiqueraient aujourd'hui une industrie complètement à plat, un chômage galopant, etc. etc. On a quand même été extrêmement aidés et surtout avec une efficacité absolument incroyable. Moi qui suis allée sur les interfaces, sur tout ce qui est autorisation, aide, URSSAF, etc. C'était d'une simplicité extraordinaire, d'une rapidité incroyable. Donc je pense qu'effectivement, il y a forcément des effets de bord, parce qu'il y a eu tellement d'argent, effectivement investi. Les entreprises ne se sont pas toutes remises de manière équivalente, puisque après le Covid, les comportements ont changé, les usages ont changé, les besoins ont changé. Donc il va y avoir effectivement des transformations. Mais au final, je trouve qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que le résultat est extrêmement positif. Alors, rapide, hélicoptère monnaie, c'est envoyer l'argent directement aux gens. Absolument. Voilà. Et non pas aux entreprises. Sauf que quand tout est fermé, François-Xavier, ils ne peuvent pas le dépenser. Et donc je suis d'accord avec Isabelle. Je veux dire, à un moment, sur cette crise-là, qui était un truc mais complètement unique et exceptionnel, évidemment, l'intervention de l'État était légitime. Il n'y a pas de débat. Et effectivement, à ce moment-là, il valait mieux envoyer de l'argent effectivement plutôt vers les producteurs que vers les consommateurs. La seule remarque que je fais, c'est que globalement, y compris en période de non-crise, on a aujourd'hui un flux financier qui passe systématiquement par l'État
et qui est même où l'État est devenu tellement indispensable qu'il est rémunéré pour ça avec des taux d'intérêt négatifs. Hein. Donc quelque part, l'État est le distributeur de la monnaie pour la Banque centrale et donc est rémunéré pour ça en taux d'intérêt négatif, ce qui est quand même un truc totalement hallucinant. Et l'idée, c'est effectivement ce que tu décris là, et qui a été, on va parler d'une note du CAE tout à l'heure, mais il y a une note du CAE également qui mentionnait l'hélicoptère monnaie comme étant un outil de lutte efficace contre la déflation. Mais effectivement, tu peux tout à fait imaginer flécher directement de l'argent aux ménages non remboursés, parce que tu as besoin d'augmenter ta masse monétaire, parce que tu augmentes ta quantité de richesse, donc tu as besoin d'augmenter la masse monétaire pour qu'elle s'équilibre et pour avoir une stabilité des prix. Et donc effectivement, tu alimentes plutôt les consommateurs plutôt que les investisseurs, et tu résous tout un paquet de problèmes. Tu y arrives encore mieux avec la monnaie digitale de Banque Centrale. Et tu y arrives très bien techniquement avec la monnaie digitale de Banque Centrale, qui est un outil merveilleux pour faire ça. Encore un truc là-dessus. Et d'ailleurs, la crise de la Covid a assez bien montré l'efficacité, ce que disait Isabelle, hein, d'injecter de la monnaie dans l'économie de façon un peu proactive. Tant que tu n'as pas de hausse de prix en face, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on a réussi à passer cette crise, qui était un truc mais totalement hallucinant en termes de perturbation de chaînes logistiques. Comme disent les Anglais, with flying colours. Enfin, alors, c'est brillant, en fait. Alors, hausse de prix, tu le disais, quelques chiffres. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit effet choc avec Ikea, là, qui... Mais ça s'appelle pricing power, ça. Hein. Voilà, ça, justement, c'est la puissance de la marque, la puissance qu'elle peut avoir sur son marché. Et donc, elle se permet une hausse quand même de 9%, hein, hausse moyenne des prix de 9%. Sinon, donc, l'INSEE a donné ses chiffres hier. Inflation à 2,8 en glissement annuel sur 12 mois. Alors, essentiellement l'énergie, mais les prix des produits manufacturés de l'alimentation sont en train d'accélérer nettement. Néanmoins, pour l'INSEE et pour la Banque de France, ça reste une bosse qui va redescendre sous les 2% au cours de l'année. Voilà. Jean-Charles, c'était le premier mois où c'était constant par rapport au mois précédent. C'est-à-dire le 2,8 glissant est resté 2,8 glissant un mois après. C'est-à-dire que l'énergie est en train de se calmer, le gaz est en train de se calmer. En fait, ce qui est assez intéressant, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette crise, elle est extraordinaire pour moi en termes de ce que peut faire le progrès moderne à tous les égards et de ce que peut faire l'économie moderne à tous les égards. C'est-à-dire qu'on a pu faire ce qu'on n'aurait jamais pu faire à d'autres périodes antérieures de l'économie, c'est aller créer de la monnaie comme ça sans dommage particulier. Il y a de l'inflation, mais qui est une inflation de pénurie, d'offres, qui n'est pas une inflation de poussée de la demande mal maîtrisée. Très clairement. Création monétaire mal maîtrisée, c'est une pure gestion de supply chain qui conduit à tout ça. Et donc, qui a priori doit redescendre effectivement à un moment donné. Donc moi, je trouve qu'on ne s'émerveille pas assez de ce qu'on peut faire grâce au progrès technologique. Je parle évidemment du côté sanitaire, côté télétravail et capacité de bosser. On n'aurait pas pu faire ça il y a 20 ans même, ou 30 ans. Et donc capacité par rapport aux préférences démocratiques et sociales, par rapport à la façon dont on veut préserver les vies, on peut gérer cette préférence-là, on va dire, au mieux des connaissances actuelles, sans entraîner un choc de pauvreté considérable et de destruction de valeur qui aurait été le cas à d'autres moments. Je trouve qu'il faut quand même, de temps en temps, prendre un peu de recul et se dire, waouh, ce qu'on fait, c'est absolument inédit dans l'histoire du monde. On aurait fermé l'économie, ou l'économie se serait juste grippée totalement à cause de les gens qui sont malades, qui viennent plus bosser, tous les problèmes en chaîne que ça crée, des morts qui auraient été générées, il y aurait eu une récession mondiale absolument terrible. L'équivalent d'une guerre. Voilà, et avec des effets de long terme. Tout à fait. Sacrifice de 2-3 générations. Absolument. Ouais, tout à fait. Et un dernier chiffre quand même, alors celui-là je l'ai vu ce matin et puis j'ai entendu un médecin en parler, j'en parlais avec François Xavier qui est le représentant ici des fonds d'investissement rapaces et vautours. et donc le gars disait, donc c'est vrai que le chiffre est impressionnant, il a été donné par les Échos ce matin, 1 milliard d'euros dépensés par l'assurance maladie dans les tests sur le seul mois de décembre. 1 milliard d'euros. Et donc le gars disait quand même, donc 1 milliard qui vont dans des labos privés, détenus, disait-il, par des fonds d'investissement. Voilà. Est-ce qu'ils n'auraient pas été plus efficaces à l'hôpital? Et je me disais, quand même, quoi. 1 milliard sur un mois. Voilà. Non, c'est juste un chiffre que je voulais donner en termes d'information. Je suis toujours très optimiste et je pense que ça va être réinvesti. Regardez Pfizer, ils vont réinvestir dans des nouvelles molécules, c'est extraordinaire. Donc ça va aider l'hôpital. Après, le problème de la gestion de la sécurité les fonds d'investissement, sociale, ils ne réinvestissent pas justement. C'est bien leur problème, c'est qu'ils vont aller au ch'tauge. Ils vont prendre le cliché, Stéphane. Stéphane, c'est une vision communiste. C'est une vision communiste. Et ils vont aller acheter autre chose. Quand on réinvestit pas, ça crée de la valeur. Parce que votre job après, c'est de rendre le pognon aux investisseurs. Qui vont donc il faut créer de la valeur.
Donc il faut investir, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est la base de. Pourquoi on serait plus bête que les autres? Je veux dire, non, mais honnêtement, enfin, c'est l'espèce de cliché du fonds d'investissement qui va dépouiller. Picsou. Non, j'ai pas dit dépouiller. J'ai dit à un moment, tu dois rendre le pognon aux actionnaires. Et si Mais qui vont l'actionnaire. réinvestir, l'actionnaire. Ouais, peut-être. Ce qui crée vraiment de la valeur, c'est la croissance, en fait. C'est le développement de l'entreprise. Donc c'est effectivement de la croissance organique, des acquisitions, etc. Je veux dire, si tu fais pas, tu squeezer une entreprise en pensant qu'elle va être. Non, là, c'est pas ça dont on parle. Là, c'est 1 milliard d'effets d'aubaine absolu, total, de tests sur un mois. Ça va partir dans. Quand bien même ça partirait dans des yachts de dirigeants de labo, ce ne serait pas nécessairement perdu. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, la plupart des gens, y compris vos clients finaux, les gens ils cherchent à réinvestir. De toute façon, on est en permanence dans une logique. Du bitcoin avec, ça me va. Écoute, après, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein, chacun. Oui, mais voilà. Mais c'est ça le sujet. Par rapport à l'exemple que donnait Isabelle, Pfizer, la boîte, elle réinvestit dans son propre outil de production. Le vrai sujet, ça reste la liquidité. Tu as une liquidité de dingue, effectivement, qui est encore une fois créée par la façon dont on crée de la monnaie. Mais là, effectivement, on a un vrai sujet et qui d'ailleurs a des vrais impacts sur les inégalités, parce que l'un des impacts, malgré tout, de cette crise, ça a été un creusement des inégalités par appréciation des patrimoines monumental. C'est-à-dire que quand tu injectes autant de liquidités sur le marché, une partie a été injectée directement à des utilisateurs finaux, sous forme d'aide à des personnes, mais la très grande majorité est restée dans le circuit financier, et on a une année boursière CAC 40 qui a été hallucinante en 2021, on a des patrimoines immobiliers qui sont appréciés, et donc on creuse les inégalités par cette création monétaire, et là effectivement on a un vrai problème, on en reparlera tout à l'heure, mais le problème il est à la source, là. Ça c'est un sujet. Isabelle, puisque tu parlais de Pfizer, donc je racontais hier, en fait, je racontais hier l'histoire du patron de Pfizer. Je voudrais pas écorcher son nom, Albert Bourla, je crois que c'est ça. Alors, comme je disais hier, il se définit lui-même comme juif grec, et il insiste sur les deux. Et il dit, c'est parce que j'ai pris des coups dans la tronche quand j'étais petit gamin, parce que j'étais juif, que je suis aujourd'hui résilient, et c'est parce que je suis un immigrant que je suis aujourd'hui efficace. Voilà. Et il se trouve qu'en regardant ça, voilà, je suis tombé sur, alors peut-être qu'on va pouvoir la voir, les Turcs sont remontés comme des pendules, parce que, enfin les Turcs, les chercheurs turcs notamment, qui ont un vrai problème avec ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays, enfin l'ensemble de l'élite intellectuelle. Et donc vous savez qu'il y a la Banque Centrale Européenne veut commencer une consultation pour mettre des visages sur les billets des euros. Et donc il y a ça, il y a Uğur Şahin, donc... BioNTech. J'ai oublié le nom de sa femme. Alors, Uğur Şahin, j'ai aucun problème. Mais oui, bah oui. Pierre et Marie Curie, c'était plus simple, tu vois. Pierre et Marie Curie, c'était beaucoup. Bon, voilà. Donc, Uğur Şahin. Non, mais laissons-le encore un petit peu sur le billet de 50 €. Je vous ai traduit, donc c'est un universitaire turc qui milite pour ça. Voilà, il y a une belle histoire là en ce moment entre l'immigré Albert Bourla aux États-Unis, qui dit d'ailleurs la grande différence. Les États-Unis, ils ont tous les défauts de la terre, mais ils vous accueillent à bras ouverts. Voilà. En Allemagne aussi, a priori. Et puis en Allemagne aussi, a priori. Ah oui, c'est écrit dans le contrat de coalition en plus. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est il y avait un article très intéressant qui expliquait comment le dirigeant de Pfizer est rentré en contact avec les équipes de BioNTech. Absolument. Et comment le deal s'est fait avec une rapidité incroyable. Sans contrat, il a dit. Sans contrat. On s'est tapé dans la main. Entre un Turc, un Grec juif, qui se sont tapés dans la main, qui ont compris qu'il fallait effectivement, qu'ils avaient la capacité de sauver le monde. Ils ont fait 50-50. Ils ne sont pas allés se dire je te fais 45-60 avec des étapes, etc. 50-50. Et autre chose aussi de remarquable, c'est que Pfizer a dit non à l'argent de l'État américain pour essayer d'aller au plus vite possible, pour éviter d'avoir des comptes à rendre et pour avoir le maximum de marge de manœuvre. Donc, c'est une histoire industrielle, incroyable, une histoire d'hommes absolument incroyable. Qu'on les mette sur des billets, ça me paraît totalement légitime. Il va y avoir de moins en moins de billets, donc c'est un souci, mais ça me paraît légitime. Ils sont à la hauteur de Pierre et Marie Curie. Ouais. Ils ont quand même fait des choses absolument extraordinaires. Et ils n'ont pas réadapté des molécules qui existaient. Ils ont réinventé un système où ils se sont adossés sur un système totalement innovant pour créer des choses nouvelles et pour sauver une partie de la planète, quand même. Oui, absolument. Voilà. Non, mais dans ce que tu disais, Jean-Charles, alors l'histoire de Moderna aussi est presque peut-être encore plus spectaculaire en ce que eux, ils n'ont même pas cherché à faire un accord avec une grosse firme. Et je crois que ça, c'est sans précédent dans notre histoire industrielle et économique. C'est-à-dire,
tu pars de zéro, ton chiffre d'affaires c'est zéro. Exactement. Et 2 Ils ans ont après, levé des milliards. Et 2 ans après, tu vas être en mesure de réaliser 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ce seul produit, parce que l'accès au marché n'est plus un sujet, parce que la fabrication n'est plus un sujet. Et pour moi, c'est l'incarnation de la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est extraordinaire. Parce que le capital est gratuit et accessible. Et le C'est un capital. bon Alors, projet, là, pour le coup, l'État américain a quand même été le déclencheur. a beaucoup aidé, absolument. Enfin, l'État américain. Ouais, absolument. Donald Trump, ça aussi, il faut de temps en temps le dire. C'est vrai. Donald Trump a été le déclencheur. C'est vrai. Hein, vous vous souvenez de cette... ils sont à la Maison-Blanche. La scène est quasi publique maintenant aujourd'hui. Tous les patrons de labo sont là. Et donc, Trump dit... on m'a donné l'assurance qu'on aura le vaccin avant la fin de l'année. Là, tu as son fameux docteur Fauci là, qui se tourne et qui dit non, l'année prochaine, monsieur le Président. Et là, tu as Bancel qui dit non, avant la fin de l'année, on va le faire. Voilà, fin de la parenthèse, fin de l'histoire. Cette histoire de... Et Au début de l'histoire avec un grand H. Oui, et juste au départ, il y a l'ARN messager et la révolution qui vient d'une immigrée hongroise qui est arrivée aux États-Unis, qui a été la chercheuse source. Qui a rejoint BioNTech, je crois, c'est ça. Et qui est chez BioNTech, Voilà, je crois, c'est ça. au Exactement. conseil d'administration de BioNTech, et qui, avec un Américain, ils ont été deux, mais elle a été pionnière. Absolument. Et ils ont fait les découvertes fondamentales à l'origine de ce que BioNTech et Moderna ont pu faire ensuite. C'est bien, Comme cette quoi, histoire. l'immigration. Non, mais c'est vrai. Faut dire. Oui, mais... Enfin, on parle de la tech américaine souvent. La tech américaine, c'est une histoire dans laquelle la part des immigrés est considérable. Oui, les amis, mais l'immigration qualifiée. Immigration qualifiée. On est d'accord. L'éducation est une clé importante. Le discours de Zemmour, je ne veux pas du tout mais le discours de Zemmour ne rejette pas l'immigration qualifiée, d'après ce que j'ai compris. Non, mais on peut aussi... Il rejette celle qui ne travaille pas, quoi. Oui, mais le père de ce monsieur dont je ne retiens pas le nom chez BioNTech travaillait dans des usines, je crois. Donc c'est l'Allemagne qui a assuré une éducation extraordinaire à cet homme qui est devenu ce qu'il est. Et j'ajoute un truc quand même, ce qui nous amène à une note du Conseil d'analyse économique. Il y en a une aussi sur l'immigration, qui était il y a 3 mois, qui disait un truc un peu... qui disait le climat qu'on instaure en France en fait est tel que même si on veut développer l'immigration qualifiée, en fait les qualifiés ne choisiront pas la France. Voilà. Et c'est déjà en partie le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu depuis un certain nombre de temps, on le voit par exemple dans le système des grandes écoles françaises qui étaient très attractifs pour notamment beaucoup de francophones africains, qu'il est devenu moins parce qu'il y a eu plus de choix dans le système universitaire anglo-saxon à cause justement d'un climat qui était perçu comme négatif globalement, parce qu'il y a des gens qui ont fait, vous vous souvenez qu'on a fait quand même des choses où on retirait les visas aux étudiants juste au moment où ils terminaient leurs études et donc ils devaient rentrer chez eux, etc. Donc on a créé un climat globalement moins favorable à une partie des gens. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il est légitime qu'un pays définisse une politique migratoire. Donc je ne suis pas du côté des gens qui considèrent qu'il n'y a plus de frontières et qu'il faut absolument abolir toute restriction à l'entrée sur le territoire et à l'installation sur le territoire. Mais il faut la définir avec intelligence. Je pense qu'effectivement, on revient toujours avec les mêmes outils, quotas, sélection, choix et attraction. Mais quand on veut attirer, il faut s'en donner les moyens. Ouais, il faut avoir des messages qui s'en donnent les moyens. Et je pense qu'en effet, là-dessus, l'Allemagne a fait des choix à plusieurs reprises qui ont montré qu'elle était volontaire pour faire venir des personnes sur son sol. Les États-Unis le font par tradition historique de toujours. Donc je pense qu'il faut quand même réfléchir à ces questions-là avec beaucoup de tact sur l'impact économique des discours qu'on tient et des mesures qu'on choisit. Je pense notamment à LR, si LR se retrouve en responsabilité puisqu'ils ont un discours différent de celui de la majorité actuelle. Attention au curseur que vous donnez, aux signaux que vous donnez. Ce n'est pas illégitime de faire des choix et de restreindre l'accès au pays, mais il faut le faire de manière optimale pour tout le monde, c'est-à-dire les gens qu'on accueille et l'économie globale. Isabelle, tu voulais dire un mot, parce que le temps tourne très vite et je veux qu'on parle d'Apple et de l'héritage. Tu voulais dire un mot sur les 20 ans de l'euro, sur ce... Oui, c'était... Alors, c'est une unanimité absolue, etc. et tout, voilà, mais est-ce que tu avais... Oui, en fait, il y avait un point, les 20 ans de l'euro sont à mettre en perspective avec la chute du mur de Berlin. Il y a eu la chute du mur de Berlin en 89. Et à cette époque-là, il y avait Kohl et Mitterrand qui sont arrivés à peu près sur la
voilà, en décalé. Et il y a eu une crainte, semble-t-il, de Mitterrand face à un rapprochement politique de l'Allemagne. Bien sûr. Et donc, il a fait en sorte, et c'était un acte politique avant d'être un acte économique, il a fait en sorte de pousser très très vite la mise en place de l'euro pour éviter qu'il y ait une suprématie de cette nouvelle Allemagne reconstituée avec un marque très fort. Et donc, ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs on en a les effets un peu des difficultés aujourd'hui, c'est que ça a été pensé d'abord comme un outil politique avant d'être un outil économique. Alors effectivement, aujourd'hui, on Et ça cherche à s'avère fine-tuner. un formidable outil économique. Voilà. Ouais. Mais ça a été effectivement pensé au départ comme une espèce de réaction de l'homme politique face aux effets de la Seconde Guerre mondiale, etc., de se dire il faut aller là très très vite pour éviter, face à la mur du chute de Berlin, qu'il y ait une reconstitution et une fragmentation de l'Europe. Et donc, en ce sens, l'euro a joué son rôle. Phrase d'André Malraux, hein, j'aime tellement l'Allemagne que je souhaite qu'il y en ait deux. Mais Mitterrand vite. était très, au départ très réfractaire à la réunification. Dépassé par la réunification. Voilà. Souviens-toi, c'est le moment aussi où il nous lit la lettre des putschistes. Exactement, Des putschistes de Moscou qui veulent renverser donc, Gorbatchev. Il était à la un peu rue dépassé totale. par cette histoire. Et ensuite, et en effet, il a fait notamment pour que l'Allemagne, à la fois sa puissance et puis sa dérive potentielle vers l'Est, c'est-à-dire son positionnement qui soit moins occidental. Il a voulu raccrocher, arrimer cette Allemagne-là à l'Europe avec ce choix qui était son dernier grand combat politique. On se souvient de Maastricht et de cet engagement incroyable qui a fait que c'est passé à très très peu dans le référendum français de 92. On a eu vraiment un combat majeur et qui dessine l'Europe d'aujourd'hui. Sur l'euro, il faut quand même, justement, puisque ce n'était pas complètement pensé économiquement, il faut quand même regarder cette question qui travaille beaucoup une partie du monde politique et des citoyens sur le fait qu'on est peut-être sur une monnaie qui crée justement entre la fameuse théorie de la zone monétaire non optimale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des pays pour lesquels la monnaie est peut-être un peu sous-évaluée et donc qui en profitent et qui dégagent des excédents courants considérables, l'Allemagne et les Pays-Bas notamment, et puis de l'autre des pays qui se retrouvent avec une monnaie qui est peut-être un frein. En tout cas, c'est mis au banc des accusés de la désindustrialisation française en partie. Je n'adhère pas à cette thèse. Il se trouve que je la rappelle. Je ne les avais pas en tête. J'ai lu dans un article ce matin les différences de commerce extérieur entre la France et l'Italie. Voilà. Donc, à un moment, l'euro a bon dos. L'Italie sort 80 milliards d'excédent commercial dans l'état dans lequel elle est. Non, oui, tout à fait. Donc l'euro avec des faiblesses structurelles qu'on connaît. Bien sûr, n'empêche que voilà. Il faut regarder aussi les évolutions des PNB des différents pays européens. On marque une pause, parce que sinon on ne va pas arriver à parler des deux autres sujets. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.